c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur RLP Business en direct des studios de RLP à Coulommiers-Chamiers en banlieue de Périgueux en ce nouveau mercredi. RLP Business, l'émission sur l'économie, l'activité, le management, le commercial, la haute technologie. Et aujourd'hui, nous allons parler effectivement technologie, expatriation avec monsieur Guillaume Graal. Bonjour Guillaume, ça va ? Bonjour, très bien, merci. Merci d'être revenu. Guillaume qui est avec Malouane, responsable communication Digital Valley. C'est formidable. Bonjour Malouane. Bonjour. Bonjour, elle a parlé, j'ai réussi. On y revient tout à l'heure, ne bougez pas, c'est juste après l'actualité, c'est juste après ça. Les actualités. Actualité, agriculture. Nous en avions parlé en avril dernier avec Martin Rococave, vice-président jeune agriculteur de la Dordogne. La situation ne semble pas s'arranger alors que la France compte 30% d'exploitation laitière de moins en 10 ans. Lactalis abandonne les sous-traitants de la filière lait et annonce du jour au lendemain cesser de s'approvisionner auprès de 270 exploitations agricoles françaises. La société privilégie désormais des fournisseurs européens hors France, notamment en Pologne et en Europe de l'Est, où les salaires sont plus bas, la fiscalité plus avantageuse, la réglementation moins contraignante. En France, on est autour de 350 € pour 1000 litres, alors qu'en Pologne, on est en dessous de 300 €. Les agriculteurs ont repris les manifestations, mais qui en a réellement entendu parler ? Alors, on va faire un petit tour sur la France pour se rappeler quelque chose en ces temps de budget qui se prépare à l'Assemblée. Là, la France, population active de 68 millions de personnes en 2023, soit 45% de la population, et improductif, RSA, AH, AAS, retraités, etc., de 23 millions. Ça fait quand même un certain nombre. En première année d'économie, on apprend que plus la taxation augmente, plus l'assiette diminue, car cela freine l'activité. En effet, la France détient l'un des taux de prélèvement obligatoire les plus élevés au monde, représentant environ 48% du PIB en 2023, selon l'OCDE. Les entrepreneurs et indépendants en sont bien conscients, et les salariés peuvent le constater en regardant leurs fiches de paie. Un nouveau projet de nos chers parlementaires concerne la taxation des Français de l'étranger, à l'instar des États-Unis. Alors, est-ce un effet d'annonce irréalisable ? Parce qu'il y a beaucoup d'accords internationaux de non-imposition, il y a un poids administratif colossal que ça impliquerait. Est-ce que c'est un véritable danger pour les expatriés ? Nous devrions le savoir très bientôt, mais sur cette table aujourd'hui, nous avons deux anciens expatriés. Moi, j'étais expatrié durant 10 ans, Guillaume l'a été durant une dizaine d'années aussi. Tiens, Guillaume, la taxation des expatriés, quand tu étais en Angleterre, toi, qu'on te prenne la différence d'impôt, par exemple, que tu ne payais pas, ça t'aurait... Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi ? C'était pas forcément un facteur pour moi pour ou contre l'expatriation. Pardon. C'est pas pour ça que tu y allais, Non, une fois exactement. que tu y étais. Une fois que j'y étais, alors c'était en Grande-Bretagne, et j'étais complètement sur le régime fiscal britannique, donc comme si j'avais été britannique à l'époque. Donc prélèvement à la source. Exactement, prélèvement à la source, très simple. Des feuilles de paye qui faisaient 5 lignes et ça suffisait. Tout à fait, voilà. Mais non, après... c'est vrai que le casse-tête pour passer d'un pays à l'autre, revenir en France, faire valider ses années à l'étranger, etc., c'est pas toujours évident. Alors, à l'époque, tu étais déjà dans Schengen, l'Angleterre était dans Schengen. Oui, mais bon. Oui, mais je veux dire, toi, en tant qu'ancien expatrié, si demain on te dit il faut que tu payes plus d'impôts, que tu compenses les problèmes qu'il y a en France en faisant un chèque tous les mois, comment est-ce que tu l'aurais pris ? Mal. En un mot. D'accord, ok, non, c'est juste pour savoir. Non, d'accord. D'accord, quand on est là-bas, c'est pas forcément la logique, on ne veut pas vraiment pour ça, mais on n'a pas forcément envie qu'on nous court après, c'est ça ? Non, c'est ça, on contribue à la vie du pays dans lequel on vit, en payant nos impôts dans le pays dans lequel on vit. Voilà, quand on vit en France, on paye nos impôts en France. Pour moi... Alors, on va parler un peu des expatriés, là. Hein. Donc, en réalité, il y a 2,5 millions de Français qui vivent officiellement à l'étranger, mais ce chiffre ne concerne que ceux qui ont fait l'effort de s'enregistrer volontairement auprès de nos ambassades. Donc, en fait, il n'y en aura plus du double. Je sais que moi, quand j'étais en Irlande, je n'étais pas inscrit à l'ambassade. Quand j'étais en Asie, j'étais inscrit à l'ambassade parce que, vu que j'ai fait 2 coups d'État et autres, je me suis dit, bon, je vais m'inscrire quand même, on ne sait jamais. Le jour où il y a une évacuation, il faut quand même qu'ils sachent où je suis. Donc, je m'étais inscrit. Mais beaucoup de gens se déplacent comme ça, puis ne s'inscrivent pas. Il faut savoir que les
expatriés, plus de 45% d'entre eux sont des catégories socio-professionnelles supérieures. Ce sont des cadres, des ingénieurs de profession libérale. Quand on était sur LinkedIn aussi, LinkedIn a vu qu'il y avait une hémorragie des cerveaux français, très clairement. Depuis que LinkedIn regarde les gens qui sont inscrits et leur évolution géographique, nous avons une fuite des cerveaux en France. Les ingénieurs sont particulièrement nombreux, notamment dans les secteurs comme les technologies, génie informatique et sciences de la vie. Voilà. Le second point que je vais aborder avec toi rapidement avant qu'on rentre dans l'émission, c'est le retour en France. Je sais que le retour en France, pour moi, a été assez compliqué parce que j'avais l'impression d'avoir évolué différemment de mon pays et je ne me reconnaissais pas dans forcément le paysage politique. Je suis parti, il y avait un mec à droite, il était blond, je suis revenu, il avait une paire de seins et les cheveux longs. Enfin, il y a beaucoup de choses qui avaient changé comme ça, sans forcément que je m'en rende compte. Enfin, j'exagère un petit peu, mais il y a un choc culturel inversé, il y a une perte de repères, il y a une machine administrative énorme. Qu'est-ce que ça fait de revenir en France quand on a passé 10 ans à l'étranger ? Oui, effectivement, c'est des repères à reprendre, à retrouver. Quand on est à l'étranger, même si on essaie de suivre ce qui se passe en France, forcément, on a une vision quand même plus légère, qui passe à un certain filtre, et du coup, on n'est pas forcément au courant de tout. Et au bout d'un moment, on s'intéresse plus peut-être à ce qui se passe dans le pays où on est que ce qui se passe en France. Mm-hmm. Du coup, pour revenir, il faut reprendre certaines habitudes, recommencer à s'informer sur ce qui s'est passé pendant qu'on n'était pas là. Et effectivement, forcément, la culture n'est pas la même. Donc, c'est reprendre une façon de s'exprimer, peut-être une certaine posture vis-à-vis des autres qui est différente. Est-ce qu'il y a un spleen de l'expatrié ? Oui, parfois. Ouais, parce que si on y est parti à la base, c'est qu'il y avait des bonnes raisons. Mm-hmm. C'est qu'il y avait des choses qui, en France, peut-être nous convenaient pas, ou alors des choses qu'on cherchait dans le pays où on allait. Et revenir en France, c'est se reconfronter à ces choses qu'on voulait peut-être laisser derrière. D'accord. Et après, comme tu dis, on change avec le temps et on peut les accepter mieux. Donc toi, tu es rentré en avril dernier, c'est ça ? Non, moi je suis rentré en janvier 2019. D'accord, donc ça va faire 5 ans. Ça fait 5 ans. Ouais. C'est bon, c'est digéré maintenant ou il a fallu un certain temps ? Il a fallu un certain temps au début, surtout que moi je suis rentré dans un contexte un peu particulier puisque c'était dans le cadre du Brexit. Mm-hmm. C'était la complexité pour les non-ressortissants britanniques pour travailler en Grande-Bretagne qui m'ont fait à l'époque revenir en France. Et on a enchaîné pas longtemps après avec tout ce qui est Covid et tous les événements qui ont pu être avec. Donc du coup, le retour a été un peu chaotique, peut-être. Mm-hmm. Mais là, non, c'est bien digéré. Après, je repars régulièrement à l'étranger et ça me rappelle de bons souvenirs. Puis le Périgord, ça va encore, quoi. Ça va. Bon, allez, on démarre l'émission. Ne bougez pas, c'est juste après ça. L'invité de la semaine. Guillaume Graal sur RLP Business. Guillaume Graal, aujourd'hui étiquette, directeur Digital Valley. Guillaume, qui est Guillaume Graal ? Vous êtes qui ? Donc ingénieur Polytech à Orléans, spécialisation logistique aux mines de Paris. Donc on ne sait pas forcément, mais il y a un petit bagage quand même derrière. Et rentré à Carrefour au début ? Ouais, stage de fin d'études. Stage de fin d'études à Carrefour, Logica, consultant AMOA. Qu'est-ce que c'est AMOA ? L'AMOA, donc l'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est sur tous les projets informatiques, ceux qui vont faire le lien entre le métier, donc les utilisateurs, et la technique, donc les développeurs. Bon. Voilà. Donc en fait, une formation d'ingénieur polytechnicien, etc. Je vois beaucoup marqué logistique sur le CV, mais c'est pas forcément mettre en place les camions. Non. Pas du tout. Beaucoup d'informatique dès le départ, pas forcément du codage, mais de l'encadrement de projet, de la ressource humaine en fait, si je comprends bien. Exactement. C'était vraiment faire exprimer les besoins du métier aux équipes techniques pour trouver les bons outils, les bonnes solutions à mettre en place. C'est un peu ce qu'on appelle le QA là-bas ? Un peu, oui, on pourrait appeler ça comme ça. Ouais. Donc du testing, d'accord. Pas d'avant-vente ? Pas au début. Sur la fin, on va dire sur mon dernier poste, oui, mais au début, non, consultant junior. Donc c'est vraiment... le plus intéressant l'avant-vente, c'est le plus intéressant. On va chez les gens, on regarde comment ils bossent, on regarde comment on pourrait les faire bosser mieux. On leur fait donc une analyse et on leur propose des outils, des petits jouets là pour que ça marche mieux et tout. Et après on continue à les mettre en place. Je trouve que c'est vraiment la partie la plus intéressante et satisfaisante de tout le métier, ça. Ouais, c'est vraiment résoudre des problèmes. Oui. C'est répondre à des problématiques, faire en sorte que les gens utilisent ce qu'on met en place comme un outil, que ça leur facilite la vie, et pas que ça complexifie leurs tâches de tous les jours. Il y a de l'humain, il y a de la créa, il y a de la tech et des choses qui restent en plus.
Donc Bolloré Logistique, la même chose, je suppose. Ouais. Et après, Gist en Angleterre. Ouais. Du coup, expatriation en 2000... c'était quand 2013, pardon. Du coup, Gist, qui est en fait un prestataire logistique en Grande-Bretagne, spécialisé dans tout ce qui était produits frais pour les chaînes de magasins Marks & Spencer. Voilà. D'accord, donc il y a aussi un petit peu de temps réel. Beaucoup de temps réel. Il y a aussi du matériel connecté. Exactement, beaucoup d'automatisation dans les entrepôts, de suivi temps réel de camions, de caisses, chambres froides, de température, tout ça, exactement. Donc c'est plus que du web, c'est aussi de l'objet connecté. QN plus Nagel, on prononce ça comment? Kuehne & Nagel. Kuehne & Nagel, ok. Grande société logistique aussi, grand groupe de transport. DHL, travaillait pour les Allemands en Angleterre. Bravo. Sur de la pharmaceutique à l'époque. Ok. Ouais. Inetum Consulting, là on rentre dans la boîte de consulting et de prestations. Exactement. Mon retour en France, à Toulouse. Donc pour le cabinet, alors qui à l'époque s'appelait GFI, qui depuis a été redevenu Inetum, et donc la branche conseil Inetum Consulting. D'accord. Donc sur de la stratégie SI, de la mise en place d'outils complexes, principalement pour des grands groupes, du Jiffy, du Fleury-Michon, de l'Airbus, des choses comme ça. D'accord, ça se rapproche de la SS2I, là où on place du consultant. Ouais, complètement. Et là, le modèle commercial, c'est effectivement de mettre en place des experts, de les encadrer, de faire qu'ils se sentent bien et qu'ils participent chez le client. Donc vous avez fait la partie commerciale accompagnement. Donc aussi, là, du coup, voilà, beaucoup plus sur le rôle du développement commercial, pouvoir faire de l'avant-vente, pouvoir construire des équipes pour répondre aux besoins clients. Voilà, vraiment sur ce sujet-là, pas sur la partie pur développement, plateau de dev, comme on dit, ou des choses comme ça, plus des petites équipes au sein de gros projets. Oui, c'était plus de l'encadrement de projet. C'était, bon, les SS2I parfois ont des images de vendeurs de viande, mais je suppose que là, ce n'était pas forcément le cas. Et puis, surtout, là, c'est de l'encadrement de prestations. Exactement. Et donc, puis, c'est pour ça que je disais conseil. On était vraiment la partie conseil, on était moins sur la partie SS2I, ou comment dire, effectivement... Et là, on s'oriente beaucoup plus vers le management et les ressources humaines. Exactement. Gérer... en interne, les consultants plus juniors de l'équipe, mais aussi chez le client, aider les équipes clients à monter sur les projets, à s'approprier leurs outils, leurs projets, et ne pas être dépendant de consultants pendant des années. D'accord. C'est intéressant de voir que le début est assez proche de la technologie, qu'ensuite on évolue vers de l'encadrement, de création d'outils, et qu'à la fin, en évolution de carrière, au bout de 15 ans, ce qui quelque part est normal, on se retrouve dans la ressource humaine et le management. Toujours dans l'environnement, mais il y a une évolution qui est lisible, qui est traçable, qu'on voit assez facilement en lisant le CV. Ok. Et donc, Digital Valley. Oui, depuis le mois d'avril, Digital Valley, effectivement. Alors, parlez-nous de Digital Valley, et là, ce magnifique pôle technologique qui vient d'arriver en Dordogne. Qu'est-ce que Digital Valley et pourquoi Guillaume Grard est à Digital Valley? Alors, Digital Valley, c'est une association qui a été créée à l'initiative du Grand Périgueux et de la région Nouvelle-Aquitaine pour fournir un accompagnement sur tous les sujets numériques et innovation pour toutes les entreprises de Dordogne. Donc, on est basé à Périgueux, mais on peut très bien accompagner une TPE sur Nontron, une PME à Bergerac ou des entreprises plus grosses, même dans le Sarladais, et quel que soit leur secteur. On va les accompagner sur différents types de sujets. Ça peut être pour des entreprises qui ne sont pas ce qu'on appelle matures d'un point de vue numérique, les aider à trouver les bons outils, les mettre en place pour justement mieux gérer leur activité et leur process interne. Et sur des entreprises qui sont déjà un peu plus avancées, trouver des solutions plus innovantes, plus modernes, autour de l'intelligence artificielle par exemple, ou des technologies immersives, la VR, pour justement aller encore plus loin dans leur process et leur digitalisation. Et pourquoi Digital Valley pour moi? C'était une bonne opportunité déjà de revenir en Dordogne, de me rapprocher un peu de la région, puisque ça faisait 30 ans que j'y étais et que je voulais revenir. Et c'était les châtaignes et les cèpes. Et le foie gras et le pays. Voilà. C'était le pays charmant et tout ça. Voilà. C'est ça. Et comprends. Et aussi, c'était du coup intervenir sur des projets pour des plus petites entreprises, du coup des projets avec plus d'impact et plus significatif pour l'entreprise. Parce que quand vous êtes un consultant au milieu d'un énorme projet à plusieurs millions pour un très grand groupe, votre impact, on va dire, est peut-être plus minime que lorsque vous êtes tout seul à gérer le projet qui va révolutionner le process interne d'une TPE.
Donc c'était un peu ce côté-là, retrouver un peu de sens dans le rôle de conseil que moi je recherchais. Alors ça, on l'apprend lorsqu'on fait du conseil en gestion de carrière. On dit déjà à tous les jeunes qui sont en école, faites un stage dans une petite boîte, faites un stage dans une grosse boîte, démarrez votre carrière dans une grosse boîte, quitte à devenir, comme vous l'avez dit, le petit numéro d'un grand centre, mais faites-vous vos épaules, faites-vous les mains, et plus tard, effectivement, allez devenir la personne centrale, expérimentée, avec un bagage d'un environnement un peu plus petit. C'est exactement ça, en fait. Oui, c'est exactement ça. C'est être dans un grand groupe, il y a beaucoup d'avantages. C'est très structuré, il y a beaucoup de procédures, on nous explique bien le rôle de chacun, on nous explique ce qu'il faut faire, ce que ça peut impacter, etc. Donc c'est très formateur au final, mais on est quand même rangé dans une petite case. Et se retrouver dans une plus petite structure, on a beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de liberté aussi, mais du coup, il faut être capable peut-être de répondre à plus de besoins et plus de problématiques. C'est pour ça que c'est bien, quand on est à l'école, d'aller voir ce que c'est qu'une petite structure, où tout le monde fait tout le monde sait tout. En fait, on est au courant de toutes les parties, que ce soit RH, commercial, production, direction, encadrement, tout se sait dans une petite boîte. Et une fois qu'on a compris ça, on rentre chez IBM ou chez DHL ou chez Bolloré, comme ça, au Carrefour, et effectivement, on démarre vraiment son apprentissage. Et à la fin, voilà, ok. Digital Valley aujourd'hui, il y a combien de sociétés qui sont dans Digital Valley aujourd'hui? Alors aujourd'hui, l'activité est vraiment commencée depuis un peu moins de 6 mois et on a ouvert les adhésions que vraiment depuis quelques jours. Aujourd'hui, on a officiellement 7 adhérents, je vérifie du coin de l'œil quand même, mais on a quand même beaucoup plus d'entreprises avec lesquelles on est en train déjà de discuter, de parler de projets, de revoir leurs besoins. Aujourd'hui, le côté adhésion n'est pas la priorité. Ça fait partie du process. Quand on va accompagner une entreprise, pour montrer la bonne volonté de l'entreprise, on va leur demander d'adhérer à l'association. Mais ce n'est pas la priorité pour nous. On n'est pas là à chasser de l'adhérent. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'objectif fort là-dessus. Alors si demain, moi, j'ai une société, je veux adhérer à Digital Valley, ça coûte combien? Ça me rapporte quoi? Alors, le coût, ça dépend de la taille de l'entreprise. On commence à 200 € pour les indépendants, start-up, TPE, et 600 € pour une PME et 1300 € pour une entreprise plus grande. Par an, par mois, par semaine? C'est par an. Alors, c'est pour 12 mois. Donc, si vous adhérez au 1er novembre, ça sera jusqu'au 31 octobre de l'année prochaine. D'accord. Et c'est TTC. Ok, voilà. C'est déductible? Non. D'accord. Désolé. Et pour ce prix-là, qu'est-ce que j'ai? Alors, pour ce prix-là, nous, on offre un certain nombre de services. Déjà, on a une mission de faire vivre un peu Un bureau peut-être déjà, je crois. Non. Ça peut être une solution. Oui et non, pardon. Pour des petits porteurs de projets qui souhaitent justement mieux maturer leur projet, réfléchir avant de se lancer en tant que start-up ou autre, oui, on peut proposer un hébergement et on va les accompagner pour vraiment aider à cadrer, finaliser leur projet avant qu'ils se lancent, on va dire, et que potentiellement ils rejoignent un incubateur. Mais par contre, nous, ce qu'on va... déjà, c'est vrai qu'on a un espace au sein du Grand Périgueux où on va pouvoir organiser des événements, des ateliers, des mini-conférences, des animations. Et on va utiliser cet espace pour informer nos adhérents et les entreprises. Donc, ça peut être une mini-conférence sur la problématique de la facture électronique, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle en TPE, sur l'approche design de la conception produit. C'est assez varié et on est ouvert à toutes les suggestions. Donc, l'idée, c'est que nous, on mette en avant des prestataires locaux. On veut vraiment animer un peu l'écosystème périgourdin et que les entreprises de Dordogne fassent travailler les prestataires de Dordogne. Donc nous, on va proposer aux prestataires de venir animer ces ateliers, ces conférences, ce qui leur permet à eux de mettre en avant leur savoir-faire, leur expertise, et aux entreprises de s'informer sur un sujet qui peut les impacter directement. En fait, si je viens vous voir, vous me trouvez des clients? En tant que prestataire? Oui. Alors, je ne vais pas vous trouver des clients parce que je suis pas... C'est pas forcément ça. Mais par contre, demain, si vous venez me voir, on va vous référencer. On a mis en place un annuaire de tous les prestataires de Dordogne autour du numérique et de l'innovation, qui est en ligne, gratuit, et à l'inscription et à l'utilisation. Et par contre, je ne vais pas vous trouver des clients, mais je vais vous mettre en avant. Et si demain, une entreprise me dit il me faut quelqu'un pour faire tel et tel projet et que ça correspond à votre domaine d'activité, je pourrais dire oui, mais Stéphane, il est là. Écoutez, contactez-le de ma part. Et si vous avez besoin
de quelqu'un pour faire l'intermédiaire entre vous et Stéphane, parce que des fois les gens ne se comprennent pas très bien entre le métier et la technique, nous on peut être là pour accompagner. Mais vous avez un portefeuille de contacts assez élevé. Je veux dire, qu'est-ce qui vous différencie d'un cercle d'entrepreneurs du centre-ville de Périgueux, comme Jonathan, où on s'y croise parfois de temps en temps? Ils ont tous des annuaires, ils ont tous des référencements. Avec la Digital Valley, quelle est sa valeur ajoutée? Nous, la valeur ajoutée, c'est notre expertise en conseil et en SI. C'est que vraiment, demain, une entreprise qui vient me voir et qui me dit, par exemple, je veux mettre en place, j'ai telle problématique, je veux mettre tel type d'outil en place. Nous, on va pouvoir faire l'étude de marché, trouver les outils qui vont bien, trouver le prestataire local si possible. Évidemment, tout n'est pas faisable en Dordogne, malheureusement. Trouver le prestataire qui va bien et vous aider dans le projet, vraiment mettre les mains dans le cambouis pour vous aider à mettre l'outil en place. Bon, d'accord. Donc les locaux sont magnifiques. Merci. J'ai trouvé un amphithéâtre superbe. J'ai pas osé, mais il y avait un bout de temps pour parler. Là, mais ça aurait été rigolo. Et puis vous êtes à côté de la pépinière Capacité. Exactement. Qui, elle, n'est pas un incubateur, mais qui aide à lancer les projets. Comment vous complétez Capacité? Potentiellement, on se complète parce que la pépinière Capacité a vocation à privilégier en tout cas des startups autour du numérique et de l'innovation. Donc potentiellement, on peut nous les faire travailler sur des projets qu'on va mener, donc pour certains de nos adhérents. Et après, pour des startups pour des projets, je disais des porteurs de projets, ils peuvent commencer chez nous. On les aide à définir leur projet, s'assurer que le marché correspond bien et qu'il y ait un vrai business case derrière. Et derrière, on les envoie, ils se mettent en incubation par exemple à la pépinière, où là ils pourront avoir un accompagnement pour se structurer en tant qu'entreprise, vraiment. D'accord, ok. Bon, je vais aller dans le dur là, j'aime bien faire ça en fait. Vous êtes combien d'employés là à Digital Valley? Aujourd'hui on est 3. Donc il y a vous, voilà. Il y a Maïwen qui est là, voilà. Il va dire bonjour au micro. Qui redit bonjour au micro, oui. Voilà, 2 fois, ça y est, vous ne pouvez pas parler, j'ai réussi, super. Et la 3e personne? C'est Roman qui est notre chargé d'affaires commerciales en alternance et qui malheureusement cette semaine est en cours. D'accord, ok. Donc, si je résume, vous, votre poste, le poste de Maïwen, plus un poste en alternant, vous avez actuellement 7 adhérents, 7 fois 1003, on est à 9100. Vous financez comment tout ça? Aujourd'hui, on est presque exclusivement sous financement public. On a des subventions donc, de la part du Grand Périgueux, la Banque des Territoires et la région Nouvelle-Aquitaine qui doivent nous permettre justement de nous mettre en place, de créer des contacts avec les entreprises, pouvoir faire des investissements technologiques aussi, acheter du matériel, des solutions qu'on va pouvoir mettre à disposition de nos adhérents. Il va falloir rentrer 110 000 par an là, à peu près. Là. Un peu plus. Un peu plus, si on veut faire les choses bien. C'est ça. Il va falloir beaucoup d'adhérents. Alors, nous, on a un objectif à 5 ans d'être à peu près à l'équilibre entre l'argent public et l'argent privé. Donc, nous, les projets qu'on fait où on accompagne les entreprises, on va facturer ces projets-là, mais des conditions de facturation qui ne sont pas celles... D'accord. Le modèle commercial, ce n'est pas uniquement les adhérents, c'est aussi que vous faites de l'accompagnement de projet, vous faites du conseil en accompagnement de projet, et là, vous prenez votre part parce que vous apportez une valeur ajoutée. Exactement. D'accord, ok, là, ça a plus de sens, là. Parce que de toute façon, on fournit à ce moment-là une prestation de service qui va apporter un avantage concurrentiel à l'entreprise, et du coup, on le facture pour justifier... voilà, Digital Valley, potentiellement, est un futur éditeur et un futur cabinet de consulting. Éditeur, peut-être pas trop. Par contre, cabinet de consulting et surtout acteur de veille économique, veille technologique sur tout ce qui touche le numérique. Prestation d'accompagnement, quelque part. Oui, voilà. Prestation d'accompagnement avec un vivier d'adhérents que vous aurez choisi et sélectionné. Non. On ouvre à tout le monde. Toutes les entreprises sont les bienvenues et on veut bien parler avec tout le monde. Et c'est là que Guillaume Grard, qui a fait toutes ses expériences en accompagnement de gestion de projet, en ressources humaines et autres, intervient et c'est pour ça qu'il a été mis là. Exactement. D'accord, ça commence à prendre sens. Et ce président-là qui appartient à Vert, là, quel est son rôle là-dedans ? Alors, M. Burek, de son nom, qui est le président de la société Nevea, qui est très occupé, qui ne répond pas aux emails, là, c'est pas bien. Il est très, très occupé. Même moi, j'ai du mal à le voir sur des sujets un peu urgents. Lui, son rôle, en fait, et comme d'ailleurs tout le bureau de l'association, puisque comme on est une association, on a un bureau dans lequel sont représentés donc, M. Burek de la société Nevea, la French Tech Périgord, des commerçants du centre-ville. Nathalie Hérault. Voilà, exactement. Et le Grand Périgueux aussi au conseil d'administration. Eux vont définir vraiment la mission et l'orientation de Digital Valley. C'est eux qui vont dire vers quoi vont les priorités, ce qu'on
peut faire ou pas faire. Après, aujourd'hui, on a beaucoup de liberté mais l'idée, c'est surtout de répondre à un besoin, aux besoins des entreprises. Donc, on ne va pas faire des choses juste parce que ça nous fait plaisir. On va le faire parce qu'elles seront utiles. Oui, non, mais là, je creuse un peu, je vous titille. Bien sûr, c'est mon rôle, mais je suppose que si la communauté de communes a fait ça, si la région a fait ça, si le département, si tout le monde a fait ça, c'est qu'il y a un besoin. Oui. Il y a un besoin, il y a une volonté politique de digitaliser le département et les structures du département. Moi, je n'oublie pas qu'on s'est rencontrés parce qu'on a été contacté à la radio pour passer un audit de sécurité. Qui était gratuit, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Donc vous faites aussi le tour quelque part de tout ce qu'il y a ici pour renforcer la sécurité et le côté technologique. Et puis j'ai pas senti qu'on était là pour trouver des clients non plus. C'était vraiment fait comme ça. Donc il y a une volonté politique de hisser la Dordogne au niveau technologique, au niveau de la high-tech. Oui. Et puis, il y a peut-être éventuellement aussi un besoin d'avoir des experts en accompagnement et de professionnaliser cette technologication locale. Exactement, et sans avoir à dépendre de villes, de techniciens ou d'entreprises sur Bordeaux ou Toulouse. Paris, vous savez bien que dès qu'il y a un truc, on va chercher un Parisien, et les Parisiens, ils envoient des prestataires en province. Avec les frais de déplacement qui y vont et des tarifs qui ne sont pas les mêmes non plus. Oui, c'est vrai, c'est le problème des intermédiaires. Ok. Maïwenn, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire faire la communication pour Digital Valley? Alors, sachant que l'association est toute nouvelle, moi, quand je suis arrivée, mon rôle, c'était vraiment de créer les outils de communication, c'est-à-dire le contenu du site web, en partenariat avec une agence de design, de créer le contenu pour la plaquette. Donc, c'est de créer les réseaux sociaux, les pages Instagram, Facebook, LinkedIn. Donc, c'est vraiment, en fait, tous les outils de communication qui... Ah, j'entends le mot création. Ouais. Ça, pour un communicant, ça doit être bon. Je crois qu'on doit aimer ça. Ok, donc vous, graphie, designer, un peu de WordPress, un peu de stratégie communication numérique, en fait. Ouais, surtout stratégie. Moi, je ne suis pas graphiste. J'ai un diplôme de marketing et des expériences en communication, mais je ne suis pas du tout un petit logiciel Canva, ça devrait aller. Exactement, c'est tout à fait ça. Et ensuite, pour tout ce qui va être outils plus pointus, on va laisser ça à notre partenaire, l'agence de design. Super, merci. Guillaume, j'ai une petite dernière question. Cette fois, je m'adresse à l'individu, et non plus au représentant de Digital Valley. L'IA, les MLM, tout ça et autres, ils vont tous nous tuer, là, ou c'est une bonne chose? Non, ils ne vont pas du tout nous tuer. C'est un outil. Et c'est un outil qui va venir nous aider, comme les ordinateurs nous aident aujourd'hui au quotidien, comme les smartphones nous aident. Comme les boîtes à rythme ont aidé les musiciens. Exactement. Et oui, on entend beaucoup dire en ce moment que l'IA est une bulle. Oui, c'est une bulle, comme l'Internet est une bulle dans les années 90. Donc ça, c'est le coup des spéculations. On investit. Alors, j'ai une start-up. Si quelqu'un a 1 ou 2 millions, là, je vais... Non, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a beaucoup de choses et qui vont sûrement pas tous survivre d'ici 5 ans, mais l'IA ne partira pas. L'IA est là en train de vraiment s'implanter au cœur des entreprises et d'aider les salariés. Ça ne va pas remplacer quelqu'un, ça va juste supprimer les tâches pénibles, comme lors de la révolution industrielle. Vous travaillez avec laquelle IA, vous, personnellement là? J'utilise surtout ChatGPT et Claude. Ils ont chacun leurs avantages. Mon nouvel ami s'appelle Claude. J'avais fait j'ai trouvé ça extraordinaire. Claude qui sort une nouvelle magie, qui prend possession de l'ordinateur, là, actuellement. En test. C'est en test, tout à fait. C'est hallucinant parce qu'à une époque, j'avais un type en Inde pour m'aider un peu mon sysadmin Linux, là. Et aujourd'hui, je dialogue avec Claude pour ma sysadmin. Un de ces quatre, je vais donner mon serveur à Claude et c'est lui qui va me gérer mes logs d'erreur. Il faut faire attention à ne pas trop automatiser, quand même. Oui, parce qu'il y a une hausse de 40% des bugs des développeurs qui font trop appel à l'IA. Donc, c'est comme quand on a un stagiaire. Le stagiaire, il fait des bêtises. On surveille ce que fait l'IA. Exactement. Bon, quels sont les projets de Digital Valley dans le futur? Les projets, ça va être de continuer à aller à la rencontre des entreprises et continuer à les aider sur les sujets qui nous évoquent tous. Aujourd'hui, on a des projets autour de la VR dans un secteur industriel. La VR, c'est le petit masque devant les yeux. Pardon, la réalité virtuelle, voilà. Exactement. Oui. Donc voilà, on continue à essayer de se faire connaître et à accompagner un maximum d'entreprises. Ok, on vous contacte comment? On vous trouve comment? Vous nous trouvez sur notre site internet, donc digital-valley.fr, notre page LinkedIn, ou sinon, dans les locaux du Grand Périgueux, on a nos bureaux, vous pouvez passer nous voir, avec plaisir. Très bien. Guillaume Graham, merci d'être venu. Merci à vous. Maïwenn, au revoir, merci d'être venu. Merci. Ok, à la semaine prochaine, tout le monde, au revoir. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.